Merci de nous rejoindre sur Radio J. Elle est avec nous en direct, notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin pour des journées difficiles émotionnellement pour le peuple d'Israël, avec les funérailles qui vont suivre, d'abord d'Oded Lifshitz et demain des enfants Bibas et de leur maman. Oui, c'est cet après-midi qu'auront lieu les obsèques d'Oded Lifshitz dans son kibbutz de Nir Oz. Oded Lifshitz, 83 ans, avait été enlevé par le Hamas le 7 octobre et son corps a été restitué jeudi dernier. L'autopsie a permis d'établir qu'il avait bien été assassiné en captivité par les terroristes du Hamas. Oded Lifshitz, qui était un des fondateurs du kibbutz Nir Oz, était aussi un militant convaincu de la coexistence. Il utilisait même son temps libre pour emmener en voiture depuis le barrage d'Erez les Palestiniens qui devaient aller se faire soigner dans les hôpitaux israéliens. Il l'avait fait encore une dernière fois, 10 jours à peine avant l'assaut du Hamas, pour emmener une petite fille à l'hôpital pour une opération de greffe de rein. Donc c'est cet homme que le Hamas a assassiné et dont les obsèques vont avoir lieu aujourd'hui au kibbutz Nir Oz. Et comme pour les obsèques de Shiri et des enfants Bibas, la famille a demandé à ce que le public ne vienne pas jusqu'au cimetière, mais puisse accompagner le convoi tout le long du chemin, avec, comme on l'a vu déjà dans d'autres circonstances, des drapeaux et pour rendre hommage aux victimes. Et c'est donc sur le même modèle que se dérouleront demain les obsèques de Shiri Bibas et de ses enfants Ariel et Kfir. Alors rapidement, justement, puisque vous parlez de la famille Bibas aussi, c'est important de dire qu'hier, à nouveau, l'avocate de la famille Bibas a demandé qu'on arrête de divulguer des détails concernant leur mort. Hein. Oui, il y a évidemment une très haute sensibilité, on peut le comprendre, sur les circonstances du meurtre de Shiri et de ses enfants. Les preuves pour Yarden Bibas, leur père qui a été libéré, lui, le 1er février, est évidemment insoutenable. On sait maintenant comment les choses se sont passées. Et il faut maintenant aller de l'avant. Alors, on parle évidemment de ces négociations qui vont se poursuivre pour tenter d'obtenir la libération des otages. C'est un peu confus. On ne sait pas trop véritablement ce qui va se passer. On parle de remise de 2 corps d'otages, notamment contre une remise justement des otages en Égypte, avec l'arrêt de ces cérémonies de propagande. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Pascal ? Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que la suite de l'accord est toujours au point mort. Israël continue à bloquer la libération des 600 terroristes qu'il aurait dû relâcher samedi, une décision qui a été prise en réaction aux violations de l'accord par le Hamas et donc en particulier ces mises en scène humiliantes de libération des otages. Dans le cadre de la première phase de l'accord, le Hamas est encore censé restituer jeudi 4 dépouilles d'otages décédés en captivité. On ne sait pas si cette restitution aura bien lieu. Alors, parallèlement aux discussions pour essayer de régler cette crise et d'obtenir la restitution de 2 ou des 4 dépouilles selon ce qui pourra être obtenu. Par ailleurs, Israël voudrait maintenant prolonger la première phase de l'accord, celle dans laquelle on est et pour lesquelles les modalités avaient été discutées et conclues. Donc, cette première phase de l'accord serait en fait doublée de 42 jours supplémentaires, sans négociation sur la fin de la guerre, mais seulement sur la mise en place de la deuxième phase de la trêve. Et cette nouvelle période de 42 jours serait mise à profit pour obtenir de nouvelles libérations d'otages. Parallèlement, et selon ce qui a déjà été convenu, Tsahal doit par ailleurs commencer à se retirer de la route Philadelphie à partir de samedi et avoir achevé son retrait le 8 mars de cet axe entre le sud de Gaza et l'Égypte. Donc, on voit là maintenant que les choses sont assez confuses. On arrive de nouveau en fait à une espèce de carrefour. Et c'est dans ce contexte que Steve Witkoff doit arriver demain en Israël, l'émissaire du président Trump, qui doit également se rendre en Égypte, en Arabie Saoudite et dans les Émirats, a confirmé qu'il allait essayer d'obtenir une prolongation de la première phase de la trêve
et de raccourcir les délais pour la libération d'otages supplémentaires. Mais Witkoff veut aussi faire avancer la phase 2. D'ailleurs, on a entendu hier, et c'est intéressant, un ministre Likoud du gouvernement, Miki Zohar, qui a affirmé que le gouvernement israélien serait prêt à accepter l'exil de la direction du Hamas, donc de tous les chefs du Hamas à Gaza, en échange de la libération de tous les otages. En tout cas, on a le sentiment qu'au sein même du commandement du Hamas, on n'est pas forcément d'accord. Alors, Israël exige la fin de ces mises en scène humiliantes et on a entendu justement un haut responsable du Hamas reconnaître finalement qu'il regrettait ce qui s'était passé le 7 octobre. Alors, est-ce que le groupe terroriste peut abdiquer de ce côté-là et cesser ces mises en scène, Pascal, selon vous? Alors, clairement, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on assiste à des divergences entre la direction locale du Hamas dans la bande de Gaza et la direction extérieure du Hamas, celle avec qui se déroulent les négociations sur la trêve. Et celui qu'on a entendu et qui est un personnage important justement de cette direction extérieure du Hamas, c'est Moussa Abou Marzouk, qui avait accordé ce week-end une interview au New York Times et qui, en gros, a fait à peu près le même aveu à l'époque que Hassan Nasrallah après la deuxième guerre du Liban, à savoir si j'aurais su, j'aurais pas venu. Autrement dit, s'il avait pu anticiper les conséquences de l'attaque du 7 octobre, il ne l'aurait pas soutenu. Voilà en gros ce qu'il explique. Et Abou Marzouk dit que finalement maintenant tout est sur la table, tout est négociable, y compris le désarmement du Hamas, ce qui d'ailleurs a occasionné pour lui de se faire taper sur les doigts par le Hamas de Gaza, qui dit non, cette clause n'est absolument pas négociable et la guerre continue. Alors Pascal, on va vous faire réagir aussi à ce qui s'est passé pour Rima Hassan, mais juste un mot de ce qui se passe sur le front nord, le Hezbollah qui aurait enfin ordonné à ses membres de laisser la place à l'armée libanaise. Oui, on voit aussi du côté du Hezbollah une réorganisation et apparemment le fait maintenant que le Hezbollah accepte le redéploiement de l'armée régulière libanaise, il faut dire que le Hezbollah est aussi en mauvaise position d'un point de vue politique face à l'État libanais. Un dernier mot donc de Rima Hassan, on l'a vu, elle a été refoulée du territoire israélien, l'eurodéputée. Comment ça s'est passé concrètement, Pascal ? Concrètement, à son arrivée, elle a été de nouveau interrogée par les services de sécurité et le ministre de l'Intérieur, qui avait été averti de l'arrivée de l'eurodéputé LFI, a donc ordonné de la renvoyer par le premier avion vers l'Europe, étant donné évidemment ses prises de position ouvertement hostiles à Israël et de soutien au Hamas, donc elle n'avait pas sa place sur le territoire israélien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pascal Zonshine pour ces informations, notre correspondante à Jérusalem.